Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur l'antenne de BFM Business, un nouveau rendez-vous dédié au commerce. Le commerce sous toutes ses formes, distribution, retail, marketing, digital. Les façons de consommer changent, avec elles forcément les manières de vendre aussi. Nous en parlerons toutes les semaines avec d'abord notre invité. Cette semaine, il s'agit de Quentin Regrobellet, le directeur général de Birchbox France. La box de cosmétiques qui ouvrira bientôt sa première boutique à Paris. Le débat du jour portera sur l'expérience digitale en magasin. Nous y viendrons dans une quinzaine de minutes avec Sandrine Joly, elle est directrice Retail Maybelline France. Emmanuel Jacquinet, il est rédacteur en chef de En Contact. Et puis nous retrouverons toutes les semaines nos chroniqueurs avec d'abord Hélène Cornet de la rédaction de BFM Business qui nous tiendra au courant de toutes les actualités du commerce. Elle vous dira tout sur Birkenstock dans un instant. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, vous fera découvrir à travers le monde toutes les nouvelles innovations. Il nous emmène cette semaine chez Tesco en Écosse. Et puis le mot du ministre, l'édito d'Hervé Novelli, en fin d'émission, ancien ministre des PME, créateur du statut d'auto-entrepreneur, qui s'interroge ce week-end sur la rapide croissance du e-commerce. Les news tout de suite. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Avec Hélène Cornet de la rédaction de BFM Business. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. Alors, dans les news de la semaine, on va commencer par un mot. Votre mot de la semaine, c'est l'éconologie. Et oui, vous savez, les dénicheurs de tendance adorent inventer des nouveaux mots. Éconologie, effectivement, contraction de économie. Et écologie, un nouveau mode de consommation. En fait, on achète moins mais mieux. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que l'an dernier, les ventes de produits de grande distribution, de grande consommation ont baissé en volume, pas en chiffre d'affaires, en volume. Et c'est tout à fait exceptionnel. Donc ça veut dire en fait qu'on fait la part belle au bio, au local, aux produits plus naturels. On mange moins de viande, moins de soda, moins de surgelé. Un exemple assez représentatif, les gels douche. Le marché est en baisse, donc selon Kantar. Alors ça ne veut pas dire, je vous rassure, qu'on se lave moins du tout. C'est juste qu'on a enfin pris conscience qu'un bon savon valait tous les gels douche du monde et que finalement, ça ne servait à rien d'acheter 50 produits pour toutes les parties du corps, comme nous le promettait la publicité. Ah, ça va être dur pour les marketeurs derrière. Effectivement, si on n'achète plus qu'un seul produit, c'est bien, ça va tout changer. C'est l'éconologie. Alors, vous vouliez nous parler aussi de Système U qui fait le ménage dans ses produits, grande cure d'assainissement. Exactement. Alors, huile de palme, aspartame, parabènes, OGM, sel d'aluminium. Je ne vais pas vous faire la liste des 90 substances pointées du doigt. Pour le moment, Système U en a éliminé une douzaine. Il espère bien toutes les enlever d'ici 2020. Pourquoi 12 seulement ? Parce que c'est un travail de titan. Déjà, il faut convaincre les industriels, en fait, les PME, de changer leur processus de fabrication. Et puis, il faut trouver des substituts. Et là, c'est aussi un vrai casse-tête par hasard. C'est un vrai casse-tête parce que finalement, ces substances assez controversées, si elles existent, ce n'est pas un hasard. Elles ont des propriétés intéressantes sur le plan gustatif ou autre. Et du coup, les éliminer, c'est pas une solution toute trouvée. En tout cas, c'est le choix qu'a fait Système U. Pourquoi ? Parce qu'un jour ou l'autre, le consommateur n'en voudra plus. Alors, autant accompagner le mouvement. C'est-à-dire pour l'instant, le devancer. Ces substances, elles peuvent être dangereuses ou avoir des conséquences, mais elles ne sont pas encore interdites. Elles ne sont pas interdites. C'est ça, ils prennent les devants et c'est que dans les produits Système U. Pour la marque U, effectivement, les 6000 produits de la marque U. Et allez, on termine, parce que je vous l'avais annoncé, les sandales Birkenstock. La marque va se diversifier. Elle va se diversifier dans quoi? Alors, une petite idée peut-être? Non, pas du tout. Non, on imagine, je sais pas, quelque chose en cuir. C'est leur savoir-faire quand même. Oui, vous n'êtes pas loin finalement. Elle va se diversifier dans la literie. En fait, le patron du groupe cherchait un lit pour ses enfants. Il trouvait rien du tout, enfin rien qui lui convenait en tout cas. Et il s'est dit, qu'il avait résolu en fait le confort des pieds, de la marche et pourquoi pas ne pas transposer son modèle pour la position couchée pour bien dormir. Du coup, avec ses équipes de recherche et développement, il a mis au point un sommier et un matelas avec du bois, du liège, du cuir. Ça vous rappelle quelque chose, hein,
voilà, les fameuses sandales bien épaisses, bien confortables. Exactement, En fait, les le lien, c'est le matières confort. emblématiques de la marque. Un design ergonomique qui a un prix 5 000 € pour la version la plus basique, 10 000 € pour la plus sophistiquée. Le prix du confort, comme on dit. Merci beaucoup, Hélène Cornet. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour nous tenir comme ça au courant des actus du commerce, de la distribution et des produits, parce que je sais qu'il y a plein de produits innovants aussi, dont vous nous parlerez. Merci d'avoir été avec nous. En termes de produits innovants, il y a par exemple la box beauté. Vous allez me dire, ça date pas d'hier, sauf que figurez-vous qu'aujourd'hui, eh bien, elle ouvre un point de vente. C'est l'invité du jour. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine. Et notre invité de la semaine, c'est Quentin Régrebellet. Bonjour. Bonjour Karine. Directeur général de Birchbox France. C'est toujours très difficile à dire. Pourtant, Birchbox, vous connaissez tous Birchbox, cette box cosmétique. Eh bien, figurez-vous qu'elle va ouvrir un point de vente, son premier en France, parce que c'est déjà fait aux États-Unis. On y reviendra. La maison mère a lancé la chose. Donc, ça sera 17 rue Montmartre. Ça sera en mi-mars prochain. Je vous présente également Rodolphe Bonas qui nous a rejoint. Bonjour Rodolphe. Bonjour. PDG de CACOM. Rodolphe, il faut toujours qu'il se démarque. Donc, tout à l'heure, il vous racontera comment ça se passe chez Tesco en Écosse. Mais bon, soyez sage. On ira faire un petit tour, ouais, voilà, vous irez vous balader. Vous allez voir, il se passe des choses en France aussi. Donc chez Birchbox, on rappelle quand même, Birchbox est né sous le nom de Jollybox en 2011, 2012 racheté par Birchbox l'américaine. Donc, Quentin, je parlais de box beauté, box cosmétique, c'est-à-dire on s'abonne, on reçoit des petits produits à tester. C'est un peu plus que ça aujourd'hui, Birchbox. Alors c'est bien plus que ça. En effet, comme vous dites, c'est né il y a 5 ans, Jollybox. On a créé ça à 5 avec une vision très ambitieuse de se dire que les cosmétiques n'avaient pas du tout été disruptés par le digital, pas du tout bouleversés par le digital, tout simplement parce que tester un produit, c'était très compliqué de pouvoir le tester à grande échelle avant d'acheter le produit. Et on a rendu ça possible grâce à la box, grâce à l'envoi personnalisé d'une box avec 5 produits, 5 miniatures à l'intérieur pour permettre enfin d'acheter tranquillement chez soi et vivre une belle expérience. Donc aujourd'hui, Birchbox, c'est à peu près 1 million d'abonnés dans le monde, 200 000 en France. On est présent dans 6 pays. Et aujourd'hui, en France, nous sommes le premier expéditeur de colis beauté avec 2,2 millions de box envoyées par an. Parce que là où ça a évolué, c'est qu'aujourd'hui, finalement, le gros de votre chiffre d'affaires, il se fait plus tellement avec les box. Il se fait avec la vente sur Internet. Alors, il se fait des deux manières. La box, évidemment, comme première étape, qui est vraiment une campagne de découverte pour nos abonnés et qui est une campagne de communication pour les marques. C'est à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Et évidemment, la transformation à l'achat, la conversion sur notre site internet, où aujourd'hui, les gens, une fois qu'elles ont testé, qu'elles ont aimé le produit, parce qu'il a été envoyé par rapport à leurs attributs et leurs caractéristiques physiques, leur goût, etc., elles vont pouvoir l'acheter sur le site internet. 40% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Ah ouais, mais ce que vous avez dit est drôlement intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous personnalisez la boîte, vous dites à la cliente, regardez, on s'est occupé de vous, on sait ce que vous attendez. Mais vous, derrière, et par rapport aux marques, ça veut dire que vous avez un maximum d'informations sur chaque cliente. Et c'est ça aussi votre richesse, c'est tout ce data-là. C'est pour nous fondamental. La personnalisation, envoyer le bon produit à la bonne personne, c'est fondamental, à la fois pour l'expérience client. C'est important pour une cliente de pouvoir savoir qu'on va lui envoyer le produit qui va aller à sa peau, le produit qui va aller à un moment donné où elle cherche par exemple un vernis avant de partir en vacances ou un nouveau shampoing pour ses cheveux secs. Donc ça, c'est juste fondamental. Et que aujourd'hui, on est un retailer, on est une solution marketing pour les marques, mais on est aussi une solution data. C'est qu'on est une entreprise technologique et on utilise justement tout ça pour que l'expérience client soit encore meilleure. Et ça, c'est fondamental. C'est cette manière-là où Birchbox a connu un tel succès avec des millions d'abonnés. Mais pourquoi, avec un tel modèle qui fonctionne aussi bien, finalement, d'après ce que vous nous dites, Quentin Régrebellet, sur Internet, vous allez ouvrir un point physique? C'est ça la question. C'est une excellente question. Le marché des cosmétiques en France, pour une ordre d'idée, c'est 13 milliards. C'est gigantesque. C'est en faible croissance. Le segment digital, c'est aujourd'hui à peu près 5% du marché, mais c'est en très très forte croissance. Aujourd'hui, nous, on est l'acteur qui avons connu la plus forte croissance dans ce secteur-là. On se dit qu'aujourd'hui, notre abonnée, elle avait demandé un jour de dire j'ai envie de consommer chez moi, pouvoir tester des produits tranquillement dans mon canapé ou dans ma salle de bain pour pouvoir mieux acheter. On a répondu à cette attente-là et on a lancé la box. Notre abonnée aussi nous a demandé de pouvoir, comme ce qu'elle fait aussi très régulièrement, pouvoir aller en magasin, découvrir les produits, vivre une même expérience que ce qu'elle pourrait vivre avec Birchbox. Ben oui, parce qu'en face, vous avez quand même toute la distribution sélective, les Sephora, Marionneau et consorts, qui de plus en plus développent justement les tests de maquillage et des trucs comme ça.
Donc c'est pour ça qu'il fallait ouvrir Bien le sûr. point physique. Les deux secteurs avancent vite. Le digital est évidemment aussi très très rapidement. Pour nous, il y a beaucoup de choses à dupliquer. Tout ce qu'on a appris dans la personnalisation, dans l'expérience client, dans le contenu qu'on va justement proposer à nos abonnés, elles vont pouvoir le retrouver dans le point de vente. On va absolument créer un point de vente qui soit différent, où la personne va retrouver les principes qui ont fait le succès de Birchbox. Alors vous allez nous dire à quoi il va ressembler ce point de vente. On rappelle juste que quand même vous ne vous lancez pas comme ça sans savoir. Il y a eu plusieurs corners dans les grands magasins. Vous avez testé un petit peu le marché en 2016. Il y a eu celui aux États-Unis aussi qui a été testé. Mais Rodolphe Bonas, vous avez une question? Moi, j'ai une question tout de même. Je me suis toujours posé la question finalement, est-ce que vous, les produits que les consommateurs reçoivent, vous les payez? Ou est-ce que les marques vous les donnent? Ou vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un côté découverte quand même dans votre système. Pour une marque, c'est formidable parce qu'elle va lancer un produit. À un moment, vous leur donnez accès à une cible de clientèle incroyable. Donc, je me suis toujours posé la question. Est-ce que Quel est le business model? comment ça marche ça? Est-ce que vous les achetez? Est-ce qu'on vous en donne parfois? Comment ça marche? Sur la partie box, le fait de pouvoir donner la possibilité aux femmes de découvrir des produits en fonction de leurs besoins, les marques nous fournissent les produits pour pouvoir les faire découvrir. On va proposer à une marque de dire, aujourd'hui on a 50 000 femmes qui ont des problèmes, qui ont les cheveux secs, elles cherchent un nouveau shampoing pour les cheveux secs. Est-ce que ça vous intéresse de cibler cette population? À ce moment-là, on va tester beaucoup de produits qui vont justement lutter contre les cheveux secs, et celui qui nous semble le meilleur, on va le mettre dans la box et on va envoyer à ces personnes-là. Ces personnes-là vont nous dire, j'ai adoré ce produit, j'ai pas aimé ce produit, j'aime bien. Donc ça c'est pour un nouveau produit, mais alors pour le reste des produits? Ah, mais pour tous les produits de la box, c'est soit des nouveaux produits. Donc tous on vous les donne? On nous les donne, bien sûr. Tous les produits qu'on retrouve sur le site internet? Nous, on crée la campagne de communication pour les marques. Génial. En revanche, quand le client vient réacheter un produit chez vous, là vous l'achetez, on vous le donne plus le produit. Bien évidemment, on voilà, produit un retailer. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'on est le seul média aujourd'hui à fournir un retour sur investissement. On est capable de dire aujourd'hui, un produit qui a été testé va générer tant de chiffre d'affaires. Et ce qui est fondamental dans le côté sampling, c'est que finalement, le test produit, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis toujours, le test cosmétique, c'est quelque chose qui existe. Sauf que c'était vraiment très difficile de pouvoir dire, ce test a conduit à l'achat. Nous, on est capable de dire, ce produit-là a généré tant de chiffre d'affaires. Et c'est juste fondamental, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le succès de Birchbox est aussi du côté des marques. Donc mi-mars, rendez-vous 17 rue Montmartre à Paris, ça va ressembler à quoi alors ça va ressembler à une boutique vraiment différente. C'est vraiment une formidable chance de pouvoir justement aller à la rencontre de nos abonnés. On s'est beaucoup inspiré justement de ce qu'on a fait au Bon Marché, dans les Galeries Lafayette et même via un pop-up store. On a aussi ouvert une boutique à New York où on a appris beaucoup de choses. L'idée, c'est d'avoir une expérience où on se sent comme chez soi. À la manière quand on recevait la box et les personnes vivaient ça dans leur salle de bain chez soi, avec les sens qui sont activés. Donc là, ça ressemble à une salle de bain? Ça ressemblera à un appartement avec évidemment un coin salle de bain, un coin salon, etc. Où vous allez rentrer dans un endroit où vous allez vraiment vous sentir chez soi et vous allez vivre une expérience. À la fois, vous allez pouvoir faire votre box. Donc, vous allez pouvoir réaliser votre box, choisir 5 produits parmi une sélection de 15 produits. Donc là, on peut les tester aussi? Vous pourrez tester tous les produits du shop, vous aurez des espaces de texte. Et vous avez des linéaires. Et on aura évidemment des linéaires. D'accord. Exactement, vous allez pouvoir acheter les produits. Une fois que le test a été concluant, vous allez pouvoir acheter le produit comme dans des lieux de retail plus classiques. Rendez-vous mi-mars, 17h rue Montmartre. Avec plaisir. On a une date exacte ou pas? Pardon? On a une date exacte? Ça sera mi-mars, autour d'entre. Alors surveillez, voilà. Quentin Régrobel, directeur général de Birchbox France. Merci beaucoup. Vous restez encore un petit peu avec nous. Attention, Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Alors ça commence bien, Rodolphe Bonas, donc PDG de CACOM, puisque vous nous dites finalement l'innovation, ça passe pas forcément par la technologie dans le commerce. Pas toujours. En effet, cette semaine, j'ai décidé de vous emmener en Écosse, au nord-est de l'Écosse, dans l'enseigne Tesco, qui est une sorte de carrefour à l'anglaise, 43 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires. Et en effet, j'ai voulu essayer de symboliser que toutes les innovations ne sont pas technologiques. Puisque là, les équipes de Tesco se sont rendues compte que le passage en caisse était pour un certain nombre de populations, de cibles clients, c'était un moment de stress. C'est-à-dire un moment de stress, mais oui, parce que ça va pas assez vite. Alors non, pas forcément. C'est que justement, pour certains, ça va trop vite. Vous avez des enfants en bas âge, vous êtes une personne âgée, vous êtes pressé par le monde derrière, et puis à la fois la caissière vous presse, et puis les gens derrière vous pressent. Et donc du coup, Tesco a décidé de créer dans ce petit magasin là au nord-est de l'Écosse, ils ont décidé de créer la Relax Line. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une ligne de caisse dans laquelle on l'affiche tout de suite. Là, c'est cool. La caissière va prendre du temps. On n'a pas le droit de râler. Non, on n'a pas le droit de râler. C'est fait
exprès. La caissière va prendre du temps, va poser des questions. Vous pouvez payer en cash sans qu'on vous dise dépêchez-vous. Donc, Elle va demander des nouvelles des enfants aussi. Exactement. Alors l'idée c'est ça, c'est vraiment ça. Alors ils ont fait ça en collaboration, c'est incroyable, avec la Ligue d'Alzheimer écossaise, parce qu'ils se sont rendus compte aussi que les personnes qui avaient des problèmes aussi neurologiques, alors eux ça les stressait tellement qu'ils venaient plus faire leurs courses. Donc du coup Tesco s'est dit il faut réorganiser cet élément-là. Alors je veux juste simplement vous citer un élément, c'est que ce personnel est formé, il est créé à fabriquer ce lien social, et donc ça repose tout ça sur cette étude. Il y a une grande étude qui a été faite en Angleterre sur le stress provoqué par la caisse. Et donc ils ont essayé de le contourner avec la fameuse baseline de Tesco qui est Every Little Helps. Voilà une petite aide du tous les jours. Non mais c'est vrai j'en souriais au départ, mais là on est au fin fond de l'Écosse et on oublie toujours, on parle des centres parisiens, là où ça s'agite tout le temps. Non mais là c'est un coin paumé. Et finalement il y a un pan de la population qu'on laisse un petit peu de côté. On est les premiers à râler quand les personnes âgées vont faire leurs courses au moment où on y va, mais elles ont le droit de faire leurs courses aussi, et c'est tout un pan de la clientèle. Alors Karine, dans cette étude, c'est ça qui est incroyable, on s'est rendu compte que par exemple les personnes âgées sur le digital, les personnes âgées finissent par consommer l'alimentaire sur le digital parce qu'elles ont le stress d'aller en magasin. Ah oui. Et donc mécaniquement, on a besoin de les réenvoyer en magasin. Et tout repose là-dessus. Alors je veux juste pour la blague et pour terminer là-dessus, la personne chez Tesco qui est chargée de ce programme, qui est la Relax Line, s'appelle Kerry Speed. Alors vous allez me dire, il y a un petit problème, mais c'est bien son nom. Et lui s'appelle Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui vous a emmené aujourd'hui en Écosse. La semaine prochaine, on ira voyager ailleurs. Merci infiniment, Rodolphe. Vous restez avec nous, c'est le débat du jour. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Et alors, on va faire un petit point pour savoir où en sont les enseignes dans leur transformation digitale, tablettes, écrans digitaux, vitrines connectées ou encore casques virtuels. Faire vivre une expérience digitale en point de vente, est-ce véritablement faire vivre est-ce améliorer l'expérience de marque? C'est ce que nous allons voir avec Sandrine Joly. Bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes la directrice retail Maybelline France qui vient d'ouvrir donc sa deuxième boutique en France, la première en Ile-de-France, au centre Belle-Épine en banlieue parisienne. Manuel Jacquinet, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef et éditeur de En Contact magazine qui se penche sur l'expérience client et la relation client. On est tout à fait dans le sujet. Sandrine Joly, chez Maybelline France, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Justement, vous faites partie de ces marques de maquillage donc, qui appartient au beau et grand groupe L'Oréal et qui a décidé d'ouvrir boutique. Ça, c'est une chose. Donc là, on en est la deuxième en France. Mais une boutique qui ressemble à quoi ? Alors déjà, deuxième en France. Il faut savoir que dans le monde, il y a 2 pays où il existe des boutiques Maybelline, c'est la Chine et donc en France. Très très belle expérience. La boutique, elle ressemble à quoi? C'est une expérience pour la consommatrice. Elle rentre, elle est plus à Belle-Épine, elle est plus à Paris, elle est plus en France, elle est à New York. Donc déjà, immersion totale dans une expérience très new-yorkaise, très fashion, très tendance, où on retrouve en fait toutes les tendances maquillage du moment. Donc on sait que le marché américain est très en avance par rapport au marché français. Donc vraiment le fait d'avoir l'ADN de la marque ancré à New York, à Manhattan, nous permet vraiment de dénicher les tendances en premier et de les démocratiser. Donc ça, c'est la première expérience. On est vraiment immergé dans ce monde de et au point de vue couleurs. digital. Et d'un point de vue digital, donc on a d'abord des grands écrans partout qui nous permettent vraiment de retranscrire l'univers de la marque Maybelline New York, d'être immergé aussi dans la Fashion Week, puisque effectivement il y a un lien très très fort entre le maquillage et la mode au sein de la marque Maybelline. On a également des iPads pour pouvoir consulter tous les tutos. L'idée, c'est vraiment de rendre toutes donc les nouvelles tendances. Les petits tutos pour les non-initiés, c'est les petites vidéos des influenceuses en tout genre pour vous apprendre à vous maquiller. Exactement. Donc les petits tutos des blogueuses, des influenceuses ou même de la marque qui permettent en fait d'expliquer, comme si c'était un jeu d'enfant, comment on applique un produit de contouring, de strobing, de baking. Donc là, on est perdu. Donc vous allez chez Maybelline, c'est le contouring, le strobing, le machin. On est perdu, mais vous irez voir ça. En résumé, Sandrine Joly, c'est-à-dire que cette expérience digitale qu'on trouve déjà sur les réseaux sociaux, sur les sites internet de Maybelline ou Maybelline, on le retrouve en boutique. Vous avez transféré justement, vous dites bien, on est en point de vente physique, mais on ne va pas perdre ce qu'on
qu'on a créé et ce qui fait aussi la force et la valeur de la marque sur le digital. Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment de se réconcilier avec nos jeunes consommatrices. Elles sont où? Elles sont sur les réseaux sociaux, sur Internet, et elles ont encore besoin, Dieu merci, d'un contact humain. Elles viennent dans les boutiques, et l'idée, c'est de créer un lien pour vraiment qu'elles se sentent chez elles. Donc, on a aussi un selfie booth où elles peuvent, une fois qu'elles se sont faites maquiller par notre vendeuse, immortaliser le moment et repartir avec leur selfie et le diffuser sur les réseaux sociaux. Elles ont aussi des applications qui leur permettent, si une vendeuse n'est pas disponible ou si elles ont envie par elles-mêmes de trouver le bon produit, la bonne teinte, d'utiliser ces applications très facilement en point de vente. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'utiliser le digital pour démocratiser les gestes de maquillage. Et on voit aussi pour s'adresser à cette communauté finalement que vous avez aussi créée. Manuel Jacquemin, il y a plusieurs choses quand on a besoin de développer, enfin, d'abord, est-ce que tout le monde a besoin de développer une expérience digitale aujourd'hui en magasin ? Pas que digital, je pense que la question de l'expérience client Mais là, aujourd'hui, on est sur le digital. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ma question, c'est... Oui, en fait, la question, c'est comment on passe du digital au physique et du physique au digital. On a eu tendance à opposer un peu ces deux modes de vente et aujourd'hui, on voit qu'il faut les réconcilier. Le vrai sujet, c'est d'arriver à vendre. Et pour arriver à vendre, aujourd'hui, on essaie de faire que le contact qui peut démarrer sur le digital, sur la tablette un soir, aboutisse in fine à une vente ou à une fidélisation, et ça va très souvent passer par un aller-retour entre le digital et le physique. Alors le digital, en général, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ça commence sur le digital. Le parcours de vente, le fameux parcours d'achat commence sur le digital. On va commencer à regarder, à sélectionner, à écouter des avis clients, et il va falloir accompagner le client jusqu'au moment où il fait la vente. Mais après, ça peut aller beaucoup plus loin. On a ce qu'on appelle le retailment, c'est ça, enfin bref, l'entertainment mélangé au retail. On a par exemple le casque virtuel chez Club Med pour vendre dans ses boutiques, pour vendre les lieux. Est-ce que pour vous c'est gadget ou est-ce que là, pour le coup, ça va vraiment servir le commerce ? Non, c'est sûr qu'il y a une surinflation actuellement technologique en disant que tout ça va fonctionner. Je pense que le tri va s'opérer. On voit très bien qu'aujourd'hui, par exemple, vous parliez du Club Méditerranée. Je vous invite à aller à la boutique des Champs-Élysées qui est un appartement. La question pour un opérateur de voyage, c'est comment on vend un voyage à 3 000, 4 000 ou 10 000 euros. Soit on a peu de connaissances clients et puis on est limité par la photo sur Internet. Soit à un moment, il va falloir aller donner envie de partir à Val Thorens ou au Ménuire ou peut-être dans les Bauges. Et à ce moment-là, c'est vrai que de permettre à quelqu'un avant la vente de se figurer ce qu'il va avoir l'occasion de vivre est quelque chose d'extraordinaire. Et la réalité, enfin les lunettes par exemple, l'expérience enrichie ou augmentée avec les lunettes est vraiment quelque chose dont on voit que partout dans le monde ça fonctionne. Moi je l'ai testé et effectivement, pour être un amateur de ski, je n'y croyais pas et j'ai eu envie de partir. Profiter tel ou tel voyage. Alors après, il y a plein d'autres choses. Il y a des cabines d'essayage virtuelles. Il y a on a vu aussi par exemple chez Fred Joaillerie dernièrement. Alors là, c'est carrément un objet connecté pour personnaliser son bracelet. C'est presque un petit peu compliqué, mais lié à une appli. Pourquoi vous n'êtes pas allé un petit peu plus loin finalement, Sandrine Joly? Est-ce que tout ça, ça vous paraît gadget? Est-ce que c'est l'étape d'après où vous vous dites on reste d'abord sur les fondamentaux? Non, c'est tout à fait, c'est l'étape d'après. Aujourd'hui, on a 2 boutiques. On en est au stade de laboratoire pour mieux comprendre nos clientes, mieux comprendre ce qu'elles attendent des produits, du service en point de vente. Et le digital fait partie de ce service. Et puis, on n'en parle pas assez, mais c'est aussi la continuité après l'acte d'achat. Une fois que la consommatrice est chez elle, comment la fidéliser, comment lui offrir les produits qui correspondent à leurs besoins. Donc ça aussi, ça passe par le digital. Et évidemment, Maybelline est une marque américaine, donc on regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. On va s'en inspirer et on est effectivement sur le chemin de développer des outils encore plus performants. Allez, pour terminer, justement, Manuel Jacquemin, est-ce que vous avez un exemple comme ça d'autres expériences digitales assez poussées? On a vu par exemple Eram, chez qui on peut modéliser en 3D ses talons. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui vous paraissent, non pas gadget, mais vraiment intéressants? Oui, moi je pense à 2 choses. Déjà, la résolution grâce au digital du premier problème de l'expérience client dans le monde, c'est l'attente. Ah oui. Donc aujourd'hui, on sait que si vous demandez à quelqu'un ce qui est ce fameux pain point, ce point de friction qui compromet l'expérience client, partout dans le monde, tout secteur confondu, c'est l'attente. Aujourd'hui, pouvoir réserver un créneau dans une boutique pour être certain qu'une vendeuse va s'occuper de moi et être certain d'aller à la boutique des Champs et d'avoir 30 minutes, ne pas faire la queue, voire avoir commandé sur le digital et être sûr via le click and collect qu'on va chercher son colis, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense aussi peut-être à une technologie qui a été rachetée par Amazon il y a des années. Vous avez voulu commander une paire de Stan Smith et puis vous ne connaissez pas la taille qu'il vous faut. Aujourd'hui, il y a une application qui a existé pendant 2-3 ans. À peine elle a existé, elle a été rachetée.
vous trouvez la référence dans une autre marque ou un modèle et on vous dit, si vous prenez une New Balance d'habitude en 41, là-dessus, sur la Stan Smith, vous allez prendre une 42. Cette application digitale permettait de fabriquer et d'améliorer ce qu'on appelle le tunnel d'achat. Donc oui, le digital, dans certains cas, peut effectivement contribuer à l'expérience client. Ouais, faut qu'on y gagne en efficacité et aussi en entertainment et ça en émotion surtout. En émotion. Sandrine Joly, directrice retail Maybelline France. Merci beaucoup à vous. Manuel Jacquinet, rédacteur en chef de En Contact. Merci beaucoup à vous. Vous restez encore un petit peu avec nous. On termine avec le mot du ministre. BFM Business. Innover pour le commerce. L'édito. Hervé Novelli, bonjour. Bonjour. Ancien ministre des PME, créateur du statut d'auto-entrepreneur, autant vous dire que vous en connaissez un rayon sur le commerce. Et alors, il y a quelque chose qui vous a marqué, c'est un chiffre dernièrement concernant le e-commerce. Oui, j'ai vu les chiffres de croissance du chiffre d'affaires réalisé par le commerce en ligne. Quand je suis arrivé au gouvernement, 2007-2008, le commerce en ligne démarrait, il y avait à peu près 7 milliards, ce qui était déjà important, de chiffre d'affaires réalisé par le commerce en ligne. Aujourd'hui, enfin en 2016, c'était 72 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc multiplié par 10. C'est-à-dire une multiplication par 10. Et les sites, il y avait quelques milliers de sites qui faisaient du commerce en ligne. Aujourd'hui, il y a 200 000 sites de commerce en ligne en France. Rien qu'en France. Et ça a des conséquences extraordinaires, bien sûr. Il y en a 3. D'abord, l'impact sur le consommateur. Le consommateur, cette révolution numérique, il en profite à plein. Et ça modifie son comportement. On sait bien que les voyages en ligne, c'est plus de 50% maintenant réalisés par ce commerce en ligne, mais surtout, ça modifie par exemple des comportements alimentaires. On en parlait il y a quelques instants. Il y a aujourd'hui une croissance des repas commandés par Internet qui est supérieure à 2 chiffres. Donc on voit que le numérique, le digital, impacte sur le comportement des consommateurs. Et du coup, sur le comportement des commerçants. Et du coup, sur le comportement des commerçants. Et c'est pour ça que j'ai été très intéressé par Maybelline, parce que en fait, il est prouvé, il est démontré qu'aujourd'hui, si on veut s'en tirer quand on a un commerce en dur, il faut faire aussi du digital et avoir son site, et inversement. Et donc, on voit bien que les commerçants ont toutes leurs chances quand ils ont une boutique, s'ils créent un site, et c'est aussi un changement fondamental. La diffusion du numérique dans le commerce, elle est stratégique. Et puis enfin... C'est ça, on va terminer rapidement là-dessus. L'avantage, du coup, c'est l'émergence du travail indépendant. Eh bien voilà, le travail indépendant se développe en France à un rythme extraordinaire. Les 200 000 e-commerçants, beaucoup sont des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs aussi, mais des travailleurs indépendants. Et tout le sujet stratégique des mois et des années à venir, ça va être de poser un cadre sur ces travailleurs indépendants, et aussi de leur assurer la protection auquel ils ont droit. Et c'est l'ancien ministre des PME, créateur du statut d'auto-entrepreneur, qui vous le dit. Merci infiniment à vous, Merci à vous. Hervé Novelli. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine dès 13h, samedi à 19h, le dimanche. Bonne semaine à tous. Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins.